Salut à tous les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de Hors Sujet. Avant tu connais l'histoire, tu t'abonnes et tu mets la petite cloche car c'est important la petite cloche, sinon tu seras pas prévenu de toutes les vidéos. Allez, je te fais la bise, à très vite. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc. Bienvenue dans un nouveau numéro de Hors Sujet. Hors Sujet, vous savez, c'est mon émission où pour une fois on parle pas que de poker. Non, on va à la rencontre de personnes, de personnages forts, de gens que j'aime, pour qui j'ai une attache particulière. Des fois d'ailleurs des gens qui aiment aussi le poker, mais ouvrons nos chakras à d'autres choses. Et aujourd'hui je suis toute chose, c'est le cas de le dire, je suis tout petit, tout minot, parce que je reçois quelqu'un que j'apprécie énormément et qui a bercé toute mon enfance. Je pense que c'est la phrase qu'on a dû lui dire le plus pendant ces 30 dernières années. Monsieur Philippe Dana, bonjour Philippe, comment allez-vous? Bonjour Loïc, je vais très bien. Alors je vous remercie d'avoir accepté l'invitation, Philippe, c'est un très grand honneur, je vous le dis. J'ai eu la chance de vous connaître il y a quelques années. Vous étiez venu à mon émission Tour de table. Vous pouvez retrouver d'ailleurs par ici sur l'affiche, c'est pour ceux qui veulent aller la revoir. Oui, Oui, avec une joyeuse bande. avec une très très joyeuse bande, on s'était bien marré. Et je dois vous le dire, Philippe, quand je vous ai vu la première fois rentrer dans le lieu de tournage, mais c'est vrai que ça m'a rendu... enfin, mon âme d'enfant, c'est le cas de le dire. Je crois de toute façon que notre âme d'enfant, on la garde toute notre vie. Et ça, c'est la première question que je me pose. Je me doute hein, que la phrase Vous que je voulez viens de... savoir si je suis réel en fait, Ça, je sais que vous êtes réel, mais ou si je suis un tout. il y a quelque chose de très intéressant que vous écrivez au tout début du bouquin dont on va parler juste après. C'est je sais que toute ma vie, je vais rester Monsieur sa cartoon, quoi. Je vais rester Mhm. cette Madeleine de Proust pour toute une génération d'enfants devenus aujourd'hui des adultes. Est-ce que avec le recul, c'est une fierté, c'est un problème, c'est comme ça, c'est la vie? Comment vous voyez ça, vous, finalement, avec le recul? Comment on vit d'être finalement euh, cantonné à un rôle quelque part, mais aussi d'avoir la joie de rester présent dans la mémoire des gens, alors que les animateurs télé, c'est finalement assez rare qu'ils restent dans la mémoire des gens. Oui, alors c'est une question compliquée parce que moi j'ai toujours considéré que être connu, c'est pas un métier. Donc moi j'avais un métier au départ qui est journaliste. Il s'est trouvé que je me suis retrouvé, il s'est trouvé que je me suis retrouvé présentateur de sa cartoon en dehors, en plus surtout de toutes les autres activités que j'avais. Et que ça a été pour beaucoup de gens, de par le fait que c'était diffusé le dimanche soir à 19h30 et que c'était très regardé pour Canal+, à l'époque, on faisait entre 1 million et 1,5 million de spectateurs, ce qui est énorme pour Canal. Ça a beaucoup changé depuis. Donc le fait que cette émission dure très longtemps et soit très regardée a fait que forcément, quand je prends le train, enfin, quand je prenais le train ou l'avion, ou je vais savoir, il y avait toujours le steward ou quelqu'un qui va dire, venir vers moi en me disant « Ah, j'ai grandi avec vous ». Parce qu'il y avait cette espèce de, oui, de rendez-vous, c'était le coup de génie de l'équipe de programmation de Canal+ au départ, de choisir le dimanche soir en contre-programmation, comme on dit à l'époque, il y avait que quelques chaînes, c'est très différent aujourd'hui, mais en contre-programmation, face aux émissions d'information des autres chaînes, avoir un rendez-vous avec des films qui sont transgénérationnels, donc qui ont plu aux parents, qui plaisent encore aux parents et aux enfants, eh bien, fait que l'émission est devenue, oui, ce qu'on appelle une Madeleine de Proust. Mais moi, j'en suis très heureux, ou certainement fier, mais ce n'est pas moi qui ai réalisé les films que nous montrions. Donc, j'ai aucun mérite dans tout ça. Je n'étais que l'humble intermédiaire de tous ces personnages et de tous ces films de tous les réalisateurs avaient produit et réalisé. Est-ce que vous pensez pas quand J'ai mis même... un peu de temps pour répondre, mais Non, non, mais c'est très bien. Alors, j'espère avoir été clair et complet. vous prenez tout le temps que vous voulez dans mon émission. Ça y est, allez-y, faites-vous plaisir. Il n'y a aucun problème. Je me dis, euh, il y a quand même une part de cette réussite, elle vient de vous. Puisque finalement, c'est vous qu'on garde en tête, on garde votre visage, on garde en mémoire votre voix, on garde en mémoire des choses qui nous faisaient halluciner quand on était petit. Vous êtes en train de parler, vous interagissez avec un Toons, des trucs qui nous paraissaient complètement fous à nous. Donc il y a quand même une vraie réussite, enfin une vraie part de la réussite, elle vous appartient aussi.
Bah, après, je fais aussi mon travail. C'est justement ce que je disais au départ, c'est-à-dire que la différence entre la notoriété et le travail, c'est que le plus important, c'est quand même le travail. Donc, je travaillais les sujets enfin, le sujet. Sa cartoon, c'était peut-être 15 ou 20% de mon activité professionnelle globale. Je faisais des émissions sur le cinéma, sur les chaînes thématiques. J'étais l'adjoint de Alain de Greff à la direction des programmes de Canal. Donc, j'avais d'autres activités. Mais cette activité-là, j'essayais de bien la faire et pas tout seul avec, pardon, encore une fois, d'être collectif, mais le nous, c'est quand même important. Donc, il y avait une Le équipe nous devient rare aussi d'ailleurs. avec des réalisateurs, avec un directeur photo, avec des caméramans, avec Valérie Payet, avec Ludivine, avec des tas de gens qui faisaient la réussite au total, au final de l'émission. Moi, j'étais un des rouages, mais évidemment, j'étais comme la tête, une sorte de tête de gondole. Alors, 1986 à 2008, ça Mhm, c'est les dates de sa cartoon. mhm. 4 sets d'or. Ah oui, c'est vrai. Vous l'avez dit, J'en ai même, il m'en reste un. Je l'aperçois de là où je suis assis. vous avez même, comme vous dites, fait des scores d'audience faramineux pour l'époque, mais qui seraient encore faramineux aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'émissions qui aimeraient être à 1,5 million de personnes aujourd'hui. Oui, mais Euh, il y avait que 4, 5, 6 chaînes. Aujourd'hui, il y a sur la TNT, je sais pas combien, 27, 28 chaînes. Donc c'est difficile de. On peut pas comparer ce qui est pour le coup pas comparable. Et aujourd'hui, il y a plein d'autres réseaux. La preuve, l'Internet il y a plein de circuits d'information. Est-ce que quand même ce succès, quand c'est que vous comprenez que c'est un succès en fait? Ah, je pense que je peux le dater parce que bon, Canal+, quand on est en 1986, c'est vraiment le moment où la chaîne commence à monter, à avoir du succès, donc forcément les audiences grimpent. Et il y a un truc qui m'avait marqué, c'est qu'il y a eu des élections législatives en mars 1986, Mhm. très précisément, et on avait remarqué ce soir-là que face aux émissions d'information qui donnaient les résultats, on avait fait un carton de chez carton, c'est-à-dire un vrai record d'audience. Et alors à ce moment-là, je me suis dit que la programmation, ce coup de génie du dimanche soir 19h30, allait continuer à très bien marcher. Mais le premier indicateur vraiment réel, c'est ce soir-là, c'est ce soir des législatives où on comprend, et où d'ailleurs la direction des programmes de Canal+ comprend que face à toutes les émissions d'information qui sont sur les chaînes à cette heure-là, eh bien, proposer quelque chose de totalement différent va durer et marcher. Donc, comme je dis, ça dure très longtemps, mais en 2005, c'est-à-dire quelques années avant finalement l'arrêt de sa Mhm. cartoon, c'est là où vous allez perdre vos accords avec Warner Bros. Et vous n'allez plus pouvoir diffuser les Looney Tunes. Oui, enfin, c'est pas moi Non, personnellement. Canal+. Oui, oui. Comme dirait l'expression consacrée, est-ce qu'à ce moment-là, vous vous dites que ça sent le sapin? Non, enfin, c'est difficile à dire parce que on avait récupéré d'autres droits de personnages comme Popeye, Betty Boop, mais évidemment, ce sont des personnages qui n'ont pas le même impact que ceux de la Warner ou de la MGM, qui étaient les grandes stars du sac-cartoon de l'époque. Non, je ne me dis pas ça parce que l'émission aurait pu continuer, mais la case du dimanche soir, justement parce que les droits, euh, on a perdu les droits des personnages de Warner, mais dans le même temps, Canal+ avait les droits du championnat de France de Ligue 1 de Mm. football. Et c'était tout à fait logique, au fond, que le soir des matchs, il y ait un grand rendez-vous autour de la Ligue 1 et du football qui soit programmé en lieu et place d'une émission dont l'audience commençait certainement, je ne me rappelle pas des chiffres, mais je pense que l'audience avait commencé à décliner à partir du moment où on n'avait plus les personnages vedettes. Mais vous savez, c'est déjà incroyable de durer, combien ça fait 86-2008, ça fait 22 ans. 22 ans, voilà. Euh, Il y en a pas beaucoup des rendez-vous télé qui durent 22 ans. En mais juste, général, on sait qu'on est amené à s'arrêter au bout d'un certain temps. C'est dans la logique même de la télé. et justement, quand ça s'arrête, on a un coup de blues, on est juste reconnaissant. Comment on vit l'arrêt de quelque chose qui a été, Bah, même si c'était que 20% de votre travail, c'était, on va dire, le quotidien dans votre vie, quoi.
Ben non, justement. Non, c'est Ce vrai. n'était pas le quotidien dans ma vie, puisque ce n'était que 20% de mon temps. Donc, l'émission s'est arrêtée. J'étais sur la chaîne d'information iTélé, où je m'occupais de culture, et je me suis occupé de cette activité principale qui était devenue mon activité principale. Après, en 2008, je pense que les dirigeants de Canal+ de l'époque se sont dit, bah, dites donc, il est bien gentil, Philippe Dana, mais bon, on le paye quand même un peu cher pour être juste par rapport à la grille des salaires de iTélé. Puisque moi, j'avais, avec mon ancienneté de 1984, un salaire qui était, à mon avis, 2 à 3 fois supérieur à celui des journalistes de iTélé lambda. Ah, et puis le fait que vous étiez devenu une figure, parce que vous avez été une figure de Canal+. En plus du Canal+, que tout le monde a Oui, bon, aimé. j'avais peut-être une valeur ajoutée, notoriété. Alors. Et vous êtes très modeste, c'est très rare dans ce milieu, c'est incroyable. Non mais c'est vrai, c'est pour connaître plusieurs personnes de ce Non, milieu. mais c'est comme ça que je vis, si vous voulez. C'est pas de la modestie d'ailleurs, parce que je sais que je travaille bien par ailleurs. C'est-à-dire que, non, mais je suis sérieux, c'est-à-dire que je fais très sérieusement le travail qu'on me demande de faire ou que je décide de faire, comme d'écrire. Mais c'est pas de la modestie. Alors, justement, on parle d'iTunes et aujourd'hui on est là pourquoi? Parce que vous sortez un nouveau livre Ouais. au pays des Toons. Alors là, vous voyez, alors vous le voyez pas, mais ceux qui sont en train de regarder cette émission le voient. Vous voyez ici la couverture, évidemment en description, tous les liens pour aller l'acheter. Et c'est important parce que de toute façon, on n'a que ça à faire que de lire en ce moment. Enfin bon, c'est un peu compliqué, mais vous pouvez l'obtenir. Je vous mets tous les liens en dessous. Euh, si vous deviez résumer ce bouquin très particulier, vous diriez Mhm. quoi en quelques phrases? Ah, en quelques phrases, je pense que c'est un livre joyeux Oui. et documenté, dans lequel bon, on apprend des trucs, je pense, sur les personnages de cartoons et sur Sur leur l'histoire plus père, ceux globale. qui Ouais, les ouais. ont fait. Donc ça va de Walt Disney à Tex Avery, en passant par Chuck Jones, Fritz Frieling, les frères Fleischer, voilà. Et puis, j'ai trouvé une façon, euh, j'espère amusante, de présenter les personnages, c'est de les rencontrer comme s'ils étaient réels et donc faciles à voir aujourd'hui dans différents coins de la planète. Donc j'ai imaginé me déplacer aux 4 coins du monde pour rencontrer Pépé le Putois, Betty Boop, Popeye C'est et ça, beaucoup on est d'autres entre personnages. la grande histoire, le roman, la petite histoire de chaque personnage, la grande histoire donc, des studios et de comment aussi on a fait tout ça. Euh, et d'où vous vient cette envie de faire enfin, ce roman, Ben, ce bouquin alors je vais vous dire, c'est très simple, c'est que ça rejoint votre première question, comme quoi nos chakras sont ouverts. Euh, Marine, mon éditrice, elle a justement une trentaine d'années et elle a grandi avec sa cartoon. Et c'est vrai que j'avais déjà travaillé chez Calman Levy et Quéro sur d'autres livres, un sur Ginette Kolinka, un sur Victor Vasarely. Et quand on s'est retrouvé après le livre sur Victor Vasarely, on s'est dit, tiens, je me suis moi-même dit d'ailleurs, qu'est-ce que je pourrais faire? Et évidemment, il y avait toujours cette histoire qui revenait, que plein de gens avaient grandi avec sa cartoon et qu'il fallait, d'une façon ou d'une autre, retrouver l'univers de sa cartoon. Voilà. Au fond, ce livre, c'est une façon de retrouver l'univers de sa cartoon. Et moi, je suis le guide dans ce pays un peu mystérieux, le pays des Toons, et à la rencontre de ces personnages qui ne sont pas toujours faciles ni à voir, ni à appréhender. est-ce que c'est aussi pour faire perdurer un petit peu tout ce travail finalement entrepris depuis presque 30 ans? Pourquoi pas, mais c'est surtout aussi une façon de placer les films, les cartoons, dans un univers qui est pour moi extrêmement intéressant, et c'est certainement dans le travail de documentation que j'ai fait au mois de mars-avril, c'est ce qui m'a le plus intéressé, c'est un pan de l'histoire du cinéma. Donc les cartoons accompagnent l'âge d'or d'Hollywood, en gros, à partir de 1928, l'arrivée du parlant, dont Walt Disney est le premier à profiter en sonorisant Mickey. Donc l'âge d'or commence à peu près à ce moment-là et ça va aller années 40, années 30, années 40 et puis années 50. À partir de là arrive la télévision. La télévision se développe dans les foyers, notamment aux États-Unis, et peu à peu la production de cartoons s'arrête
Donc, il y a vraiment un pan entier qu'on peut dater avec un début et une fin, qui est celui de l'histoire des cartoons dans l'âge d'or du cinéma hollywoodien. Sachant que ce que vous dites dans le livre, ce que vous expliquent les gens qui ont fait ça, c'est que finalement le cartoon c'est une allégorie de la vie, quoi. C'est on se sert du réel et le cartoon en fait n'est que le trait grossi, accentué du réel. C'est ce que dit Chuck Jones, qui est un Chuck des Jones, pères exactement, c'est de ça. Bugs Bunny, par exemple. Oui, les cartoons, c'est une façon d'observer l'âme humaine. Vous prenez un personnage, on va prendre un personnage pour donner un exemple concret. Daffy Duck, le canard noir, qui est donc un des personnages vedettes de la Warner. Daffy Duck, lorsqu'il a été créé par Tex Avery, est un personnage plutôt foufou, assez loufoque, il court partout, il est marrant, quoi. Et ce personnage-là va évoluer de sa naissance jusqu'à la fin parce que, pris en main par des scénaristes et des réalisateurs, il commence à avoir une personnalité qui évolue au fil des ans. Et il devient vil, il devient sournois, il devient flanqué de son acolyte Porky Pig, plongé dans des histoires où il est souvent un peu nigaud et complètement décontenancé. Donc il change complètement de personnalité, comme peut-être nous tous. C'est pour ça que Chuck Jones a dit ça. Est-ce que vous pensez, parce que les Looney Tunes aujourd'hui, ils ont encore une cote de Il n'y a pas que popularité. les Looney Tunes. Attention, Loïc. Je sais, mais je veux dire, Il n'y a pas que les Looney Tunes. Puis alors, il ne faut pas aller chercher sur les trucs trop pointus parce que je vais aller chercher plein d'autres non, références. non, mais je veux dire, aujourd'hui, je trouve que. Là, moi, je pense aux Looney Tunes parce que forcément, c'est ce qui m'a le plus touché, moi, quand j'étais petit. Et je trouve que c'est surtout, encore aujourd'hui, ce qui marque. Enfin, c'est pas perdu, quoi. Les gens aujourd'hui, les nouvelles générations, elles sont encore à fond là-dedans. Alors, peut-être sous des Mais nouveaux. ça peut s'expliquer, Loïc, hein. Mais j'écoute, justement. Ça peut s'expliquer. Mais non, parce que les Looney Tunes, donc en gros, les Looney Tunes, c'est les personnages de la Warner. Donc le personnage vedette, la star des stars, c'est Bugs Bunny, mais il y a aussi Daffy, Porky, Bibi le Coyote, Sam le Pirate, Charlie le Coq, Pépé le Putois et beaucoup d'autres. Ces personnages, ils ont été créés entre, allons, disons, 1930 et 1935-37. Ces personnages-là, les acteurs qui étaient vedettes en 35-37, il n'y en a plus beaucoup, il n'y en a même pas beaucoup qui sont encore aujourd'hui des vedettes mondiales connues par tous. Les personnages dont nous parlons, eh ben, ce sont des vedettes mondiales connues par tous aujourd'hui. Parce que les cartoons, qui ont été d'une certaine façon tués par la télé, un peu comme la chanson Video Killed the Radio Stars, ben, la télé a tué les stars de cartoons, les stars de salles de cinéma, parce que les cartoons au départ étaient diffusés dans les salles de cinéma. Mais en même temps, la télé a permis qu'il perdure jusqu'à aujourd'hui. Et donc en diffusant, rediffusant, parce que moi, donc sa cartoon, les années 80, 90, Canal, 2000, a été précédé par l'ami public numéro 1 que présentait Pierre Tchernia. Il y avait surtout des personnages de Disney d'ailleurs, et ça c'était dans les années 60, 50, 70. J'avoue que je me rappelle de Pierre Tchernia, pas de cette émission-là. Et il y a eu aussi les Nuits Tex Avery que Patrick Brion a diffusées au cinéma de minuit dans les années 80. Bref, tout ça pour dire que la télévision a permis que les personnages soient encore aujourd'hui contemporains. Et pardon d'être long, mais parce que le sujet m'a intéressé, au mois de mars dernier, quand il y avait le confinement, il y a une plateforme, comme on dit aujourd'hui, qui s'appelle HBO Max, qui est diffusée aux États-Unis, et qui sera d'ailleurs bientôt diffusée en Europe. Et qui est sûrement la meilleure plateforme en plus, pour le coup. Ce que je connais un peu, c'est terrible. HBO Max, ils font quand même ils font beaucoup d'audience avec les personnages, justement, les Looney Tunes, les anciens, ceux dont je viens de parler, les films des années 30, 40, 50, et puis ils ont décidé de tester ces personnages auprès de gamins d'aujourd'hui, et les gamins les ont plébiscités. Qu'est-ce qu'ils ont fait, HBO Max? Au mois de mars dernier, ils ont sorti des nouveaux cartoons avec les personnages de Pépé le Putois, Bugs Bunny, Daffy, etc. Alors, c'est des personnages qui sont les mêmes, donc c'est le même Daffy, le même Bugs Bunny. Ils ne sont pas faits pareil parce qu'ils sont faits en images de synthèse grâce à l'ordinateur et non plus peints 24 images par seconde, les celluloïdes, etc. Et ils vivent des aventures qui sont, d'ailleurs, c'est un peu le reflet de l'époque, ils sont un petit poil aseptisés par rapport aux personnages Looney Tunes d'origine. Pourquoi ?
parce que tout le conservatisme qui peuple quand même la société américaine est passé par là. Et donc, par exemple, je crois que c'est Sam le pirate, on lui a enlevé son fusil, parce que voilà, il ne faut pas qu'on montre d'armes à feu. Alors, ça pose un problème qui nous entraînerait très loin. Mais enfin, ça montre que les personnages, en tout cas, aujourd'hui, quand on les utilise, eh ben, sur les plateformes qui sont le vecteur aujourd'hui de la diffusion des images, eh ben, ils font un carton. Et alors justement, Alors qu'ils sont centenaires. Alors justement, et comment vous voyez l'avenir de ça sur les 50 prochaines années, justement avec la multiplicité des plateformes, les avancées technologiques? Tout repose sur la propriété des droits. Donc les propriétaires de droits, c'est un peu technique, mais c'est assez simple. Warner, ils sont propriétaires des personnages des Looney Tunes dont on vient de parler. Ils sont aussi propriétaires de Tom et Jerry, qui étaient des personnages de la Metro-Goldwyn-Mayer, mais qui maintenant sont passés dans le giron de la Warner. L'année prochaine, 2021, quel va être le grand événement chez Warner en matière de films d'animation? C'est Tom et Jerry dans des décors réels avec de vrais acteurs, un nouveau film avec les personnages de Tom et Jerry. Quel va être l'autre événement? Ce sera à l'été 2021, un remake de Space Jam, Jam 2. Alors, le premier Space Jam, donc c'était les personnages des Looney Tunes avec Michael Jordan. Le prochain, ce sera avec la star incontestée du basket, qui est LeBron James. Donc, même cause, même effet en plus. On sait que ça va cartonner. Donc, ça veut bien dire que ça continue. Et parce qu'ils sont propriétaires de ces personnages. De la même façon que Disney, qui a une autre plateforme qui, celle-ci, est disponible en France d'ailleurs avec Canal, Disney+. Qu'est-ce qu'on voit sur Disney+? On voit les cartoons qui ont été faits par Disney, on voit les dessins animés longs métrages qui sont là, le coup de génie de Walt Disney, Blanche-Neige et les Sept Nains et tous les autres qui ont suivi, et puis on voit toutes les licences que les successeurs de Walt Disney se sont achetées, par exemple la licence Star Wars, par exemple les licences Marvel, et donc ça veut dire que des personnages qui ont été créés à un moment T, les propriétaires de ces personnages font en sorte de les exploiter et les exploiteront naturellement le plus longtemps possible. Parenthèse qui m'intéresse, parce que bon, on sait que vous êtes un très très grand connaisseur et passionné de cinéma, évidemment. L'hégémonie de Disney, justement, là, depuis quelques années, entre le rachat de LucasArts, maintenant des studios Century, leur plateforme, avec tout ce que ça engendre, en plus avec le Covid, le fait que des films ne sortent pas au cinéma, mais ils les mettent directement. Bref, toute cette inquiétude un petit peu palpable devant l'ogre Disney. Votre avis dessus, Philippe? Alors, vous avez raison. Il y a un point que vous venez d'évoquer qui est, je pense, un point clé. C'est la sortie directe des films sur les plateformes, sans passer par la salle de cinéma. C'est ce qui s'est passé, je crois, avec Mulan. Si, c'est ça, Mulan. C'est Mulan, hein. C'est Mulan qu'ils ont sorti en septembre sur Disney+ aux États-Unis, payant. Donc, c'était, je crois, autour de $30 pour avoir Mulan chez soi. Ça a fait un tabac. Ils ne l'ont pas fait ailleurs qu'aux États-Unis, en tout cas à ma connaissance pas en Europe, mais ça a fait un tabac. L'ogre Disney, comme vous dites, c'est effectivement sans doute l'une des plus grandes entreprises du show business dans le monde, parce qu'ils sont à la fois donc, au départ, Walt Disney, c'est un type qui est un entrepreneur du Missouri qui va dessiner Mickey pour aller vite. Et aujourd'hui, c'est une énorme structure qui fait son chiffre d'affaires d'abord sur les propriétés de films, donc les fameux dessins animés, mais toutes les licences que vous avez citées, Star Wars, Avatar et tant d'autres. Et puis, ensuite, ils font, ça c'est un tiers du chiffre d'affaires. Le deuxième tiers du chiffre d'affaires, c'est les licences, c'est-à-dire que si vous achetez une montre avec Mickey dessus, il y a quelques centimes ou francs, euros qui vont chez Disney. Et puis le troisième pôle, c'est le pôle des parcs d'attractions qui a été très mal mené cette année en 2021. Mais enfin, tout ça pour dire que Disney, c'est sans doute le plus gros mastodonte de l'entertainment, comme on dit aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez que j'en pense? C'est qu'ils ont occupé le terrain. Ils ont occupé le terrain. Est-ce que ça vous inquiète malheureusement, des fois de vous dire, est-ce que ça vous inquiète des fois en vous disant c'est tellement gros
que... Non, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas enfin, il y a eu des tentatives de faire un équivalent européen et ces tentatives n'ont pas fonctionné. C'est ça qui est dommage. Et c'est très difficile parce que historiquement, Hollywood a toujours été un endroit où les majors ont prospéré et où ont quand même dominé, en tout cas largement dominé le marché mondial du cinéma. Donc c'est historique que les États-Unis sont plutôt leaders dans ce domaine. Ce qui est dommage aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas de réaction européenne. Mais dans le domaine de l'animation, si on peut quand même dégager quelque chose de positif, il y a plein de cinéastes européens qui ont fait un carton. Et les écoles de cinéma d'animation en France, que ce soit celles qui sont à Valence ou à Angoulême ou au Gobelin à Paris, eh bien, forment des graphistes et des animateurs qui sont aujourd'hui convoités par les gros studios américains. Pour rester dans la partie cinéma, et pour finir sur ce petit aspect-là, SVOD, etc., il y a cette inquiétude palpable de se dire est-ce que finalement le cinéma ne va pas disparaître? Alors quand je parle du cinéma, je parle de la salle de cinéma, évidemment. Ça, bien avant même la crise du Covid, on entendait ça depuis quelques années. Oui, le billet est trop cher. Oui, puis de toute façon, les plateformes vont prendre le pas, etc. Le Covid a tout accéléré, comme plein d'autres secteurs. Votre avis, vous, sur ça? Est-ce que les salles de cinéma ont tant à craindre? Ah ben oui, ça, oui, carrément. Je pense que les salles de cinéma ont à craindre. Après, c'est terrible parce qu'il y a quand même une grosse différence entre voir un film sur un téléphone ou sur un écran et voir un film dans une salle, partagé avec d'autres spectateurs, pouvoir échanger après le film, pouvoir se dire avant, tiens, qu'est-ce que t'en penses, machin. Ah non, c'est incomparable, mais c'est vrai que le numérique est en train de bouleverser beaucoup de secteurs de l'économie, y compris même au moment où nous enregistrons, les librairies sont fermées. Mmh. Eh bien, c'est vrai que il y a quelque chose. Moi, je n'ai pas du tout à commenter si c'est. Je trouve que si on doit fermer les commerces, on ferme les commerces. Mais c'est vrai que le plaisir d'aller dans une librairie, de toucher un livre, d'être venu pour acheter un bouquin de Proust et de repartir avec un bouquin sur la cuisine marocaine, bah c'est le plaisir d'aller dans les lieux. Donc, c'est quand même important de se déplacer, de voir les choses et enfin, c'est des évidences d'ailleurs. Donc, la salle de cinéma, oui, 100%, oui. Euh, Mais on va elle est quand même en ce moment très menacée. On a parlé de sa cartoon, on a parlé de cette vie-là, mais comme vous dites, vous avez eu beaucoup de vie. Première chose, comme vous dites, vous avez été le bras droit de monsieur Alain de Greff, Oui, euh, pendant quelques années, oui. que beaucoup disent être un des grands visionnaires, non pas de Canal+, mais même de la télé en général. Oui, c'est exact. Enfin, il a, en tout cas, il a apporté, enfin, avec d'autres, hein, parce que c'est toujours un travail d'équipe. Ils ont apporté avec Pierre Lescure, De Greff, Albert Mathieu, enfin, il y en a plein, quelque chose qui n'existait pas à la télé. Donc, c'est ça qu'Alain a su aussi capter, c'est que la télévision, au moment où nous sommes arrivés, était une télévision où il n'y avait pas, par exemple, un truc aussi bête que des émissions la nuit. La télévision s'arrêtait à 23 heures et les programmes, parfois, sur une des trois chaînes, commençaient à midi. Donc, la notion d'image 24-24, déjà, ça n'existait pas. Et après, il y avait plein de domaines, par exemple, oui, la pop, le rock, la rock culture, la pop culture, qui étaient très peu ou pas représentées sur les chaînes et que Canal+ a su ben voilà, proposer, notamment dans les plages en clair, et donc en laissant des talents éclore comme les nuls. Enfin, il y en a eu tellement que. Mais Alain de Greff était celui qui laisse. Voilà, il avait ce talent de fédérer des talents autour de lui, mais de leur laisser le temps de s'épanouir et de faire. Là aussi, Aujourd'hui, est devenu un truc assez rare. Alors justement, parce que moi, je trouve que le Canal, un de ses grands succès, enfin, une des causes de ce grand succès de l'époque, c'est cet esprit un peu irrévérencieux, cet esprit un peu nos limites. Euh, Qu'est-ce que quelqu'un comme vous qui a connu le bébé à la naissance, c'est le cas de le dire, pense du Canal de 2020 aujourd'hui? Ben, ça n'a rien à voir, mais c'est normal.
Le C'est canal le sens de l'histoire? Mais évidemment, puisque d'abord, je le rappelle, mais c'est très important, le canal qu'on appelle historique est arrivé à un moment où il y avait 3 chaînes de télévision en France. Aujourd'hui, le paysage est totalement différent. Et le Canal Plus d'aujourd'hui est en train de devenir un distributeur de programmes. Il n'a plus vocation à produire des choses originales comme il l'a fait au cours des années précédentes. Est-ce que je vais juger si c'est bien ou pas bien? Non, c'est le canal d'aujourd'hui, c'est le canal d'aujourd'hui. J'ai pas de... Les entreprises, elles ont des phases. Vous voyez, par exemple, euh, Libération, vous diriez que c'est la même chose, le même Libération aujourd'hui que celui de l'époque des années 80 quand Serge July en était à la tête? Non, c'est sûr que non. Voilà, à chaque époque, le Europe 1 de Philippe Gildas et de tous les gens qui étaient autour de lui dans les années 70 n'a rien à voir avec ce qu'est devenu Europe 1. Donc les médias, c'est comme finalement, c'est des matières vivantes qui évoluent, qui se modifient. Canal, aujourd'hui, dans le paysage tel qu'il est, joue une carte qui me paraît assez futée, même si elle n'est pas, c'est plus la même explosion créative que celle d'il y a 30 ans, mais c'est normal, les choses bougent. Et cet esprit-là que vous avez connu, vous le retrouvez dans d'autres choses aujourd'hui? Vous le retrouvez dans de nouveaux médias, dans de nouvelles manières de... Ben, je pense que sur Internet, où il y a quand même de quoi faire, évidemment qu'il y a toujours de la place pour ce qu'on va appeler un peu d'avant-gardisme. Donc oui, Internet, je pense que c'est certainement l'endroit où ça se passe. Sur les chaînes de télévision, entre guillemets, classiques, un peu moins, mais la radio, peut-être que il y a des choses intéressantes sur France Inter qui ressemblent à ce qu'était l'irrévérence de Canal. La radio, c'est bien que vous me lanciez là-dessus parce que vous êtes un visage, vous êtes le présentateur mythique de ce cartoon, vous êtes aussi la voix reconnaissable de nombreuses émissions mythiques. Alors, pour le côté sérieux, on parlera des Césars, on parlera du Festival de Cannes. Pour le côté un peu plus humour mythique, vous êtes la voix pour les nuls. Et vous êtes la voix, je pense, du meilleur jeu que l'univers n'ait jamais pensé, Moula. le Camoulox. Euh, Là aussi, je me dis, quand vous... Bon, je suppose que, évidemment, ce n'est que des petites parts de votre travail, ce côté voix off. Ah ouais, surtout que, alors pour ce qui concerne Camoulox, ça m'a pas pris beaucoup de temps à faire, hein. C'est vrai, vous avez tout enregistré Ah, je en... crois que j'ai le souvenir que je crois franchement que ça m'a pris une matinée. Un C'est samedi vrai? matin, franchement, ou 2 samedis peut-être, mais ils doivent savoir mieux que moi, Cad et Olivier, mais je crois que c'est pas plus. Tout ça pour aujourd'hui avoir des millions et des millions de vues et d'être devenu quelque chose de mythique. Oui, mais encore une fois, mais vous allez me dire que je suis trop modeste, mais ça n'est que ma voix. Le reste, c'est le talent des mecs qui sont quand même devant l'écran. Ouais, mais les voix off, ça peut être aussi important pour faire le succès d'une émission. Oui, oui, bien sûr. Euh, D'ailleurs, je ferais bien une petite voix off pour quelqu'un, mais personne ne me le demande plus. alors, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Mais je vais l'annoncer ici. Je vais faire une voix off pour Loïc, si vous voulez. Ah bah alors là... Vous en ferez ce que vous voulez. Ah bah ouais, ah bah écoutez, avec un immense... Ah bah écoutez, pour une nouvelle émission, votre voix off derrière, c'est avec... Ce que vous me dites, je ferai. Oh bah vous me gâtez, je vous jure, ça me fait un plaisir fou. Mais justement, je me dis, c'est fou, votre voix, qui est quand même, en plus pour le coup, reconnaissable, hein, c'est le cas de le dire, hein. Euh, Vous l'avez pas utilisé dans tant de trucs que ça, vous n'êtes pas allé faire des films. Non, Justement, mais parce qu'on vous a pas proposé, parce que vous étiez trop occupé. Pourquoi, justement, il n'y a pas non, il eu... n'y a pas de, il y a pas de raison C'est particulière. vrai, il n'y a pas de... Non, pas du tout. Et c'est pas quelque chose... Enfin, je suppose que c'est quelque chose qui vous aurait tenté. Vous vous êtes jamais dit, on va forcer un peu le destin? Non. Vous prenez, mais si on vient vous chercher, quoi. Je veux dire, c'est pas quelque chose où vous êtes allé courir, quoi. Bah, non, je sais pas comment vous dire, mais ça fait partie des 1000 choses que j'aime faire, mais j'ai aussi beaucoup aimé faire l'acteur quand Claude Chabrol m'a fait tourner dans 2 films. J'ai aussi beaucoup aimé, enfin, l'acteur, c'était des tout petits rôles, mais j'ai pris des trucs où j'ai eu la chance quand même. Je suis arrivé à une époque où on travaillait en s'amusant. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est moins marrant dans la mesure où les décideurs, comme on dit, sont moins farfelus que ceux de l'époque.
Et donc, vous aviez la chance, vous dire, à cette époque, de tester plus de choses. Oui, c'était vraiment des opportunités. Par exemple, le Camoulox, je crois que j'ai dû croiser Kat dans un dîner qui m'a dit, tiens, est-ce que tu pourrais samedi? Les nuls, c'est exactement pareil. C'était à la machine à café. C'est Alain Chabat qui m'a dit, tiens, tu pourrais venir samedi faire une voix off juste pour le pilote. Et finalement, ça a duré les 2 saisons. Ouais. C'était des, mais mon métier de base, enfin, je sais que ça paraît loin maintenant, mais c'est quand même journaliste. Alors, justement, ce métier de journaliste, vous l'avez fait et pour plein d'émissions aussi. Vous avez été Oui, dans oui. plein d'émissions. Euh, Comment il a évolué en 30 ans? Parce qu'on parle très souvent de le journaliste d'aujourd'hui n'est plus le journaliste d'il y a 30 ans, c'est plus... Alors justement, c'est quoi l'évolution majeure pour vous de votre métier sur les 30 dernières années? Ben, j'ai du mal à en parler parce que je suis pas non plus Albert Londres ou Joseph Kessel. Hein, donc, moi, j'étais journaliste à la rédac de Canal, puis j'ai été à iTélé pendant 7 ou 8 ans, donc dans une chaîne d'information, mais qui était très différente à l'époque de ce que sont devenues les chaînes d'information. Il y avait des places pour des magazines. Enfin, quand même, sur iTélé, j'avais quand même un rendez-vous culture quotidien qui durait, je crois, une demi-heure ou 20 minutes quotidiennes. Ce qui Et, n'a plus aucune chance d'arriver aujourd'hui. il y en a peut-être, hein, parce que je ne peux pas prétendre connaître non plus tous les rendez-vous de toutes les chaînes, mais voilà, donc comment le métier de journaliste a évolué. Ce que je sais, c'est que être sur le terrain, c'est le plus important. Donc il faut que... Non, le métier, comment il a évolué, j'en sais rien. Quand il y a des grands reportages que je vois à la télé, je les trouve plutôt bien faits. L'autre jour, j'écoutais Claude Guibal sur France Inter, un reportage radio, c'était absolument dément. Enfin, non, le métier n'a pas tellement changé. Il y a des reporters qui vont sur le terrain, ça n'a jamais été, ou à de très rares occasions, mon cas. Il y a des gens aujourd'hui qui travaillent pour des grands quotidiens, c'est peut-être ça qui est plus embêtant, qui sont obligés d'être dans l'urgence. Par exemple, au Monde, il y a beaucoup de journalistes qui travaillent derrière des ordinateurs, bon, qui font ça super bien, qui racontent le monde tel qu'il va. Mais au fond, ce qu'on a envie, c'est quand même d'avoir des récits de gens qui racontent ce qu'ils ont vu. Je peux vous raconter ce que j'ai vu au Monoprix ce matin. Je le raconterai beaucoup mieux si je peux le faire en y étant allé ce matin que si je regarde le site internet. Enfin, la Le dernière... poker. Non, toujours pas. Si, le poker, justement, on est à la dernière partie. Le poker, Philippe. Alors, vous êtes un grand amateur de poker, mais alors déjà, ben, ça vient d'où? Ça vient de quand on jouait au fermé. Mais vous n'étiez pas né, je pense. Non, mais j'ai connu mon papa y jouer. Dans les années, c'était quand? C'était dans les années 80, pour moi, en ce qui me concerne. On jouait beaucoup au poker fermé avec des copains. Il y avait plein de groupes de copains qui jouaient au poker fermé. Donc ça, j'y ai pris goût. J'avais un groupe de copains. euh, on jouait au fermé. Le gagnant ne prenait pas l'argent. Et donc, on mettait dans une cagnotte. Et cette cagnotte nous a quand même permis, parce que ça a duré sur 3-4 ans, nous a permis de nous payer une semaine, non, peut-être pas une semaine, je raconte des bêtises, 3 jours de week-end en Andalousie que j'avais organisé. On avait loué les meilleurs hôtels, des bagnoles décapotables. Hein, voilà. Donc ça, ça, c'est mon premier grand souvenir de poker. C'est là où j'y ai pris goût. Et alors, cette passion ben, qui vous a permis au fur et à mesure, alors d'abord pour le fermer, puis finalement après, vous êtes venu au Texas Hold'em. Ah ben, comme tout le monde, c'était difficile de faire autrement. Et c'est mieux ou pas? Ou vous préférez le fermer? Non, je préfère le Texas Hold'em objectivement. Après, j'aime beaucoup, mais je trouve, moi, je suis pas au niveau. Voilà, je le dis humblement, encore une fois, modeste, mais je me trouve pas au niveau. Je trouve que ça progresse très très vite. C'est-à-dire Ah, ça que c'est sûr, oui. j'ai vu quand j'ai commencé à jouer vraiment au Hold'em dans les années 2000, on va dire, euh, on avait pareil un groupe de gens qui jouaient autour. Je ne vais pas citer plein de noms, mais il y Ah avait non, on veut 2 ou 3 noms quand même. mais plein. Parce qu'il y avait Marion et Ange Mathieu qui organisaient un tournoi de personnalité à l'ACF. Et moi, j'en étais. Mais il y avait Christophe, il y avait. À un moment donné, c'était devenu. On faisait ça une fois tous les 3-4 mois, je crois. Mhm.
Mais c'était dingue. Il y avait, je sais pas, moi je jouais je sais pas, à ma droite, il y avait Amélie Mauresmo. En face, il y avait Gaël Monfils. Là-bas, il y avait Guillaume Canet. Là, il y a Gilles Lelouch. Enfin, il y avait toutes sortes de gens. Les frères Boujna, du name dropping, j'en fais là. Hein. Il y avait un Patrick Bruel, je l'ai vu. Il me semble avoir vu Vincent Lindon une fois. Bon, Vincent, oui, qui jouait, oui, tout à fait. bon enfin bref. Donc là, il y a eu la vogue du hold-up. Mais dans la bande, il y avait Fitoussi, Bruno Fitoussi. Mhm. Et alors ça, j'ai un souvenir précis. On était au Festival de Cannes, donc vers 2006 par là. Il y avait Carrière, Ouais. Christophe, il y avait Bruce Toussaint, il y avait moi et d'autres, je sais plus. Enfin bref, on jouait et Bruno Fitoussi est passé. Et je me rappelle, on était persuadés de jouer super bien. Il nous a dit, mais les gars, vous êtes vraiment nuls, quoi. Mais avec une conviction. Et Oui. après, on s'est débriefés les uns et les autres. Mais pourquoi il a dit ça, etc. Et je n'ai compris que des années plus tard pourquoi il avait dit ça. Parce qu'effectivement, on n'était déjà pas au niveau à l'époque. Donc, c'est vous dire à quel point je ne suis pas au niveau C'est aujourd'hui. marrant que vous parliez, parce que vous savez que derrière moi, là, il y a un cadre que les gens, je pense, voient, où, il y a, Moi, je le où vois. je suis en photo avec vous, et j'ai une photo avec Bruce et Christophe aussi, sur une autre... Christophe, je suis avec vous et Christophe, Mais d'ailleurs, c'était... Christophe, ce petit padawan, c'est moi qui l'ai initié. C'est vrai? Ouais. Ah ben, vous avez rendu un joueur Et il passionné. le sait d'ailleurs. Il faut lui poser la question, mais il le sait. Vous jouez toujours que entre amis? Vous jouez des parties chères, pas chères? Vous jouez en Ah, pas du casino? tout. Alors, on avait une. Moi, je joue, enfin, je jouais parce que là, on est un peu à Ouais. l'arrêt. Il y a une table chez un copain. J'ai deux, trois, quatre bandes différentes. Euh, et je joue pas cher parce que j'ai décidé que je voulais plus mettre plus que 20 euros la cave. Ah ouais, Donc, c'est dès que très ça dépasse raisonnable. 20 euros la cave, j'y vais pas. Et il y avait une table où on allait et où malheureusement on ne peut plus aller. C'était celle de Christophe, boulevard Montparnasse, où là, tenez-vous bien, la cave était à 10 euros. Donc c'était un truc vraiment pour. Mais pour Christophe, il adorait jouer au poker et il aimait qu'on joue bien. Donc 10 balles, certes, mais c'est pas la peine de faire des conneries. C'était bien parce que comme ça, on avait le sentiment de faire attention. Et avec recade? 10 balles avec recade? C'était quoi? C'était du... Oui, oui, quand même, avec Recave. Ouais. Ouais, Mais voilà. enfin, très honnêtement, je ne pense pas être jamais reparti ni gagnant ni perdant de plus de 20 ou 30 euros. Et par Internet? Internet, j'ai joué, mais alors j'ai arrêté. Pas les mêmes sensations? Non, alors Internet, très régulièrement, j'y retourne, puis je me bannis pour quelques mois parce que ça m'occupe. Quand j'étais en train d'écrire le livre là, au mois de mars-avril à Tanger, au Maroc, euh, ils ont commencé, des copains avec qui je joue, ont commencé à faire des tables sur Internet. Donc je me suis je me suis remis Dessus? à mettre des sous, etc. Et forcément, donc il y avait il faisait un tournoi une fois par semaine, ce qui était raisonnable le dimanche. Mais moi, qu'est-ce que je faisais le lundi? Je me disais quand même, bon, au lieu de travailler sur le livre, je me retrouvais à jouer pendant 15 plombes et j'en ai eu marre. Et je trouve que c'est chronophage. Et en plus, il y a des situations qui me paraissent, je trouve ça froid en fait. Parce qu'il n'y a pas le plaisir d'avoir des gens autour de la table avec qui on peut en même temps aussi quand même à un moment dire et toi alors ça va, ton boulot, Il n'y a pas la ta chaleur. femme. Ouais, c'est très froid. Voilà. Donc j'y vais de temps en temps, je ne le cache pas. Mais heureux ceux qui m'y rencontrent car je joue de plus en plus mal. Et deux, je trouve que ça me prend trop de temps, donc je viens de moins en moins souvent. Est-ce que ça vous a permis, dans le monde professionnel, de vous ouvrir des portes, le fait de jouer au poker? Quand je dis ça, c'est Non, pas le fait de jouer, hein, le fait de rencontrer des personnes à une pas table. du tout. Non, alors pas du tout, absolument pas, parce que quand j'ai commencé à jouer à la CF, j'étais déjà, j'avais je sais pas quel âge, mais enfin j'étais plus proche de la sortie que de l'entrée et professionnelle. Et il y a une histoire d'ailleurs que je raconte dans le livre sur les cartoons, qui par contre est amusante. Il y avait une table à Hollywood qui réunissait des gros producteurs, et il y avait une table où il y avait le patron de Universal Studios qui s'appelait Carl Laemmle.
Et Karl Laemmli jouait au poker, mais des grosses parties. Et un jour, il a pris d'affection un jeune gars qui travaillait dans le studio d'animation et il lui a dit « Viens jouer au poker ». Et le garçon s'appelait Walter Lantz et Walter Lantz est venu jouer au poker avec Karl Laemmli. Et c'est comme ça que Walter Lantz a obtenu, à force de fréquenter Karl Laemmli au poker, il a obtenu le studio de production d'animation Universal qui a fait des personnages que vous connaissez, Woody Woodpecker, Andy le panda, voilà, ça c'est des personnages de Universal. Et c'est dans ces circonstances de poker que Walter Lantz a obtenu le studio auprès du mogul Karl Laemmli. Et des amitiés avec le milieu qui ont été faites autour d'une table? Oui, certainement, mais certainement aussi que c'est des gens avec qui j'étais déjà copain. Je connaissais déjà Christophe Carrière, je connaissais déjà mon pote Daniel qui était au Monde, je connaissais Jean Jérôme, enfin tous les gens avec qui j'ai joué. Est-ce que après j'ai découvert dans les tournois de la CF ou après chez Winamax, oui, j'ai rencontré Alain Bouzigues, voilà, par le poker, qui est Très gentil gars. Un super gars, un très super comédien et qui est adorable. Ouais, qui a un super rôle si vous voulez voir. Oubliez Caméra Café, allez voir ce qu'il fait dans Baron Noir, Alain Bouzigues. Ouais. Ah oui, il est génial. Ah, il est terrible. Non, c'est un super acteur, super acteur. Les gens ne savent pas, c'est que vous êtes très 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 branché musique. Ouais. Vous avez des amis rockers légèrement connus qui ont fait 2-3 petits trucs dans un groupe de l'époque qui s'appelait Téléphone. Mm-hmm. Alors, j'ai une question pour vous parce que... Même, je peux vous montrer avant la question. Allez-y. Je vous montre juste parce que elle est marrante. Je reviens. Hein. Bien sûr. Alors, j'ai ici, n'est-ce pas? Je pense qu'il ne se rappelle même pas qui me l'a signé. Ça, c'est une guitare verte qui est signée par Louis Bertignac. Excusez du peu. Voilà, ici. Alors, déjà, petit 1, comment Est-ce vous... que donc, vous vouliez parler de téléphone? De téléphone et du rock en général. Mais la première question, c'est téléphone. Cette rencontre. Ah ben, j'ai commencé par rencontrer Louis d'abord et Corinne. Mais à l'époque où ils sont déjà très... Non, ils venaient de se séparer, enfin d'arrêter. Ils avaient arrêté, je m'en rappelle parce que l'annonce de l'arrêt de téléphone a été faite par Philippe Manœuvre dans l'émission de Michel Denisot qui s'appelait Zénith. Et c'est vrai que nous, on a été quand même... c'était un choc, quoi, parce que téléphone, ça symbolisait à l'époque le rock à la française. Mmh. Et après, quand je faisais des émissions, donc je faisais en parallèle des émissions de radio, j'ai rencontré, et de télé d'ailleurs, j'ai rencontré d'abord Louis et Corinne, et puis j'ai rencontré Jean-Louis et Richard dans d'autres circonstances. Il y a même sur des émissions de télé que je faisais à l'époque. Enfin bref, donc on était tous très jeunes. Et après, je suis resté très en contact avec la plupart d'entre eux. Voilà. J'ai même fait un livre, j'ai donc même écrit un livre sur la maman de Richard Kolinka, qui est l'extraordinaire Ginette Kolinka, qui a été déportée à Birkenau et qui est une femme absolument exceptionnelle. Dont vous parlez d'ailleurs dans Tour de table, puisque c'est à cette époque-là où vous sortiez ce livre-là. Ah, c'est à ce moment-là que je l'ai sorti. Ouais, tout à fait. Alors justement, à propos de ça, le rock en France, et ça ce sera ma dernière question sur cette partie-là, j'en ai une dernière après question, mais pourquoi le rock français, finalement, est-il mort? Ah bon? Ah, j'aime bien, j'aime beaucoup cette réponse. Mais finalement, plus en radio généraliste depuis très longtemps. Ah, vous voulez dire dans les médias? Ah est-ce que c'est pas les médias qui font le succès? Est-ce que c'est pas les médias qui font le succès? Non, mais n'ouvrons pas un trop long débat, mais le rock français n'est pas mort. Il y a des tas de groupes de rock qui se jeûnent. Il y a Last Train, par exemple. Vous connaissez Last Train? Bien sûr, je connais Last Train. Bon, c'est pas mauvais quand même. Non, mais c'est des jeunes mecs et ils font du rock à la française. Oui, mais ça n'a pas le 10e du succès aujourd'hui qu'aurait pu avoir un téléphone à l'époque parce que ça n'a pas accès à énergie, ça n'a pas accès à... faudrait demander, moi je peux pas répondre à la place des musiciens, mais je me demande quand même si le fait qu'ils soient relayés par des réseaux sociaux, par des groupes, justement, oui, là pour le coup Internet, c'est le média qui est bien
pour ces jeunes groupes aujourd'hui. Parce que le problème, c'est que les chaînes de télé, alors allez vous pointer chez un directeur de France Télé ou de TF1 pour dire, voilà, faisons une émission sur le rock français. Ouais, non, là, il y a... Je suis pas sûr qu'ils disent oui. Hein. Il y a même une émission sur la musique. Sur le rock tout court, d'ailleurs, ouais. ou la musique. Si, il y a des trucs, il faut pas être méchant parce qu'il y a des trucs sur Arte, il y a des concerts aussi. Et puis maintenant, il y a le replay, donc c'est pas la même façon de consommer la télé, mais ça nous entraînerait beaucoup trop loin. Dernière question, cette fois, je vous promets. Je suis prêt. Camoulox. Tous ces gens qui vous ont croisé, qui vous ont dit la fameuse phrase « Vous avez été toute mon enfance », tous ces gens qui n'auront pas eu l'occasion de vous croiser, si vous avez envie à travers cette caméra, de vous adresser à eux et de vous dire ce que vous aimeriez qu'ils retiennent de votre travail, de vous et de votre travail, vous aimeriez dire quoi? Mes chers compatriotes, j'aimerais que vous reteniez qu'il ne faut pas trop se prendre au sérieux dans la vie. Eh bien, écoutez, c'était beau pour finir. Philippe, merci infiniment. Au Pays des Toons, vous revoyez là devant vous, voilà, tous les liens sont dans la description. Allez-y, au moment où je vous parle, moi je suis en train de lire, c'est passionnant, c'est vachement bien écrit. Alors, bon, moi je suis pas écrivain, donc mais en tout cas, moi je trouve que c'est extrêmement plaisant. Je trouve que c'est très plaisant. C'est un travail de journaliste, mais c'est mes débuts d'écrivain. Ouais. Non, mais c'est bien référencé, mais c'est super plaisant à lire. Il y a toute une histoire autour. Enfin, allez-y, vraiment, faites-moi confiance. Les yeux fermés. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouveau hors-sujet. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes passionnants. La bise à tous. Ciao, ciao, ciao.